La croissance en baisse 2,6%, voilà l'une des caractéristiques de l'économie guinéenne au cours de l'année 2020 qui s'achève en cause la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 qui a bouleversé et faussé les prévisions en termes de croissance et d'investissement. Le gouvernement, pour rendre le pays plus résilient, a concocté un vaste plan de relance économique d'un montant de 3 000 milliards de francs guinéens. En dépit de tout, le gouvernement a poursuivi les réformes économiques et financières, aboutissant à l'obtention des 5e et 6e revues de facilité élargie de crédit avec ses partenaires au développement, notamment le FMI. À cela s'ajoutent d'autres financements extérieurs. Toutefois, la croissance pourrait rebondir en 2021 à 7,6% selon une projection du Fonds monétaire international, mais à condition d'en finir avec la Covid-19. La bonne gestion des ressources et la lutte contre la corruption, retour sur les faits marquants de l'économie guinéenne en 2020 avec Mamadou Boy Diallo. Après avoir connu une croissance de son PIB de 6,2% en 2019 à cause de la hausse des investissements directs étrangers dans le secteur minier et une certaine amélioration de la desserte en électricité, l'économie guinéenne, tout comme celle mondiale, a été durement affectée par l'épidémie à coronavirus au cours de l'année 2020, bouleversant ainsi les prévisions et projections en termes de croissance. Ainsi donc, la perspective de croissance était attendue à 5,8%, mais celle-ci a été révisée à la baisse à 2,9% en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19 et notamment de la sensibilité de la croissance guinéenne au retournement des cours de matières premières, en particulier minières. Face à l'ampleur de la maladie, le gouvernement a initié un vaste plan de relance économique d'un montant de 3 000 milliards de francs guinéens pour faire face à l'impact de la pandémie de Covid-19. Un fonds de garantie des prêts bancaires aux PME a été créé avec une dotation initiale de 50 milliards de francs guinéens. Le déficit budgétaire s'est établi à 5 000 milliards, soit 524 millions d'euros, représentant 3,49% du PIB, sous la pression des subventions de l'État à de nombreux secteurs d'activité, notamment l'énergie et la santé. Concernant la politique monétaire conduite par la Banque centrale, il faut souligner que le franc guinéen continue à se déprécier face aux devises étrangères, ce malgré les efforts fournis par les autorités pour le stabiliser. L'inflation a atteint 2 chiffres pour s'établir à 8,7%. Les réserves de change s'établissent autour de 3 mois d'importation de biens et services. Au cours de cette année, le gouvernement et ses partenaires au développement, notamment le FMI, ont fait des progrès notables dans les discussions des politiques économiques et des réformes qui ont abouti à la conclusion des 5e et 6e revues de facilité élargie de crédit d'un montant de 49,471 millions de dollars. Le pays a aussi bénéficié de financements extérieurs estimés à des millions de dollars pour soutenir ses grandes ambitions de développement. Au titre des réformes, il faut noter la poursuite des efforts de modernisation de l'administration publique. Il s'agit notamment de la mise en place d'un portail de paiement en ligne des impôts et taxes, un outil permettant le recouvrement des recettes au niveau des grandes entreprises. À cela s'ajoute la révision du code des impôts et des séries de formations et de mise à niveau des cadres de l'administration. Mais force est de constater qu'en dépit des réformes engagées et la moyenne de croissance ces dernières années, la pauvreté s'est accrue, le panier de la ménagère éprouvé, le chômage endémique. Un tableau qui contraste pourtant avec le potentiel que regorge le pays. La faute à une mauvaise répartition de la richesse nationale et la corruption généralisée. Dernier cas en date, l'affaire de présumé détournement de 200 milliards de francs guinéens dans laquelle la ministre Zainab Dramé est citée. D'ailleurs, en prêtant serment pour un nouveau mandat qualifié d'illégal par ses opposants, Alpha Condé a promis de gouverner autrement et lutter contre la corruption, la gabegie financière, le clientélisme, des maux dont souffre l'administration guinéenne. Les perspectives de croissance de l'économie guinéenne restent favorables. Pour 2021, le FMI projette une croissance de 7,6%. Cela passe par une gestion saine et rigoureuse des ressources de l'État, la poursuite de l'assainissement des finances publiques et la lutte contre la corruption qui gangrène le pays.
Elle s'est approfondie la crise macroéconomique en Afrique. Elle frappe certes les finances publiques, mais surtout les PME, en particulier les plus fragiles d'entre elles. La maladie a eu des conséquences sur l'économie africaine et guinéenne. Nous vous proposons à ce sujet un entretien réalisé par Alphonse Mara avec l'ancien ministre du Budget et ministre conseiller à la présidence et président du conseil d'administration de l'Agence d'aménagement et de gestion des parcs industriels de Guinée. Suivez. L'Afrique se porte, on va dire, difficilement, mais tant du point de vue santé que du point de vue économique, vous le savez déjà. Mais nous espérons qu'après la pandémie, que les choses iront mieux. Et nous avons connu une pandémie depuis le mois de mars, en tout cas pour le cas de la Guinée et pour le cas de la plupart des pays de l'Afrique 2019, premier trimestre 2019, jusqu'à date. Et il se trouve que, différemment des pays, les chocs en fait, liés à la pandémie sont ressentis à des degrés différents. Et les économies aussi sont tout aussi impactées à des degrés différents. Et nous espérons que bientôt, on va contenir cette crise sanitaire et aller vers de meilleures conditions économiques. Mais tout ce qui est sûr, c'est que l'économie a été nettement impactée pour beaucoup de pays par l'effet de la pandémie. L'économie africaine se portait relativement bien, en tout cas dans la mesure où les perspectives de croissance sur les 20 à 25 dernières années affichaient des niveaux les plus élevés. Les records étaient au niveau de l'Afrique, en tout cas en termes de taux de croissance. La plupart c'était autour de 2,8% et encore une fois avec des réalités différentes d'un pays à l'autre. Et donc les prévisions étaient bonnes. Mais malheureusement, cette tendance a été stoppée par l'avènement de cette pandémie qui aujourd'hui impacte négativement beaucoup de nos pays et non seulement dans le cadre macroéconomique, mais aussi dans le cadre microéconomique, parce que les pays sont affectés, les économies sont affectées, mais aussi les ménages aussi sont tout aussi touchés. Encore une fois, c'est difficile de parler des économies africaines de façon homogène parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Vous avez des pays qui sont miniers, qui sont de grands exportateurs de matières premières. Vous avez des pays agricoles, vous avez des pays qui sont touristiques. Donc, et le choc qui a frappé lié à la pandémie a touché différemment ces pays. Les pays pétroliers, par exemple, ont vu leur situation se dégrader et ces pays pétroliers, ce sont pour la plupart des grandes économies d'Afrique. Si vous prenez le Nigeria, vous prenez l'Angola, vous prenez l'Algérie, l'Égypte, ce sont des pays qui exportent le pétrole, donc qui ont vu le cours de cette matière première baisser. Le pétrole, le cours du pétrole, le Brent est passé de $60 le baril à autour de 40 à 44 $ le baril. Donc ça a eu des conséquences en termes de revenus. Un pays comme le Nigeria, dont les exportations portent à 80% sur le pétrole. Donc ça remet en cause beaucoup d'activités en termes de politique publique, beaucoup d'activités en termes de secteur privé. Nous, en Guinée, notre économie a été relativement épargnée du point de vue minier parce que la bauxite, les canaux de commercialisation de la bauxite n'ont pas été sensiblement affectés. Par contre, les pays aussi qui sont touristiques, comme l'Afrique du Sud, tout comme les Seychelles ou bien l'île Maurice, ou encore le Maroc, ont tout aussi été affectés parce que les vols commerciaux ne venaient pas, les hôtels étaient relativement vides, les restaurants étaient relativement vides. Donc le choc qui a frappé ces différents pays a été ressenti différemment et les réalités sont tout aussi différentes parce que ces pays engagent des politiques publiques tout aussi différentes.
Personnellement, je ne le pense pas. Parce que vous avez vu, à un moment donné, la plupart des économies africaines où nos chefs d'État demandaient à ce qu'on annule carrément la dette. Bon, malheureusement, ça n'a pas pu se faire. On a juste suspendu le paiement du principal et des intérêts. Et ça, c'est la preuve comme quoi les économies ont été impactées par les effets de la crise. Il y a eu deux chocs qui ont frappé nos économies relativement à cette pandémie, au-delà de l'aspect sanitaire. Il y a eu un choc extérieur qui est lié par exemple à la baisse des cours des matières premières, notamment le pétrole et les métaux industriels, mais aussi l'effet lié au tourisme, aussi la chute en fait des flux touristiques et des revenus qui vont avec. Il y a aussi les IDE, les investissements directs étrangers, qui certains ont été suspendus, d'autres ont été reportés et d'autres ont été tout simplement annulés. Ça, c'est des chocs qui ont frappé nos économies. Et le choc interne aussi vient des décisions que nos États eux-mêmes ont eu à prendre, liées notamment au confinement, à la restriction des mouvements des personnes, des biens et des marchandises qui ont eu des conséquences. Et ça fait que beaucoup de ménages aujourd'hui sont appauvris et beaucoup de jeunes ont perdu leur emploi. Beaucoup de productions sont réalisées qui ne sont pas commercialisées comme cela se fait normalement parce qu'il y a eu des contraintes entre les zones de production et les zones de commercialisation. Donc, et puis le commerce interne mais aussi intrazone. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en Guinée, par exemple, on a eu à fermer les frontières, ça a eu des conséquences dans les flux commerciaux avec nos voisins. Donc, en quelque sorte, que ce soit du point de vue sanitaire que du point de vue économique, nous avons subi le choc. Certes, ça a des degrés différents par rapport à ce que nous connaissons en Occident, mais ça reste quand même des chocs, surtout pour des petites économies qui ne sont pas négligeables. Une des leçons certainement qu'il faut tirer de cette crise, c'est que les pays qui étaient bien préparés aux épidémies arrivent relativement à mieux s'en sortir. En fait. Et nous avons vu comment est-ce que nous avons géré ici cette pandémie. Cela vient du fait que nous avions subi par le passé, 6 ans avant, l'épidémie à virus Ebola. Donc ça a préparé psychologiquement nos populations, ça nous a permis de revoir notre dispositif sanitaire, nos dispositifs de riposte, et ça nous a aidé à réduire un peu les effets, la létalité et autres conséquences de la crise sanitaire. Alors, les pays qui n'ont pas cette préparation subissent aujourd'hui. Donc, une des choses qu'il faut faire certainement, c'est d'investir dans des politiques publiques, améliorer la qualité des politiques publiques, faire en sorte que des politiques publiques dans le domaine de la santé soient portées sur les résultats. C'est un peu ce qu'on appelle la gouvernance axée sur les résultats. Et qu'il y ait une cohérence entre les aspirations, en fait, des populations en matière sanitaire et les réponses apportées sur décision des politiques publiques. Ça, c'est extrêmement important. C'est une des meilleures façons de reconstituer le capital humain qui comprend un peu l'éducation, mais aussi la santé. Donc, l'autre chose aujourd'hui, c'est qu'on a vu l'effet, une des conséquences, c'est que les écoles ont relativement mal fonctionné par le passé. Donc il faudrait très rapidement revoir cette situation, voir dans quelle mesure on peut introduire davantage d'autres outils, d'autres instruments de travail, notamment le télétravail, le téléenseignement, pourquoi pas, et permettre en sorte que les contenus enseignés soient en phase en fait avec les besoins du marché et que plus tard, qu'on puisse réellement aller vers une amélioration des politiques publiques dans leur ensemble. Cette question, elle est complexe, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas isoler l'économie des réalités sociales. Nous autres Guinéens, nous avons vu ce qui s'est passé avec Ebola, et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus. Donc en réalité, la question n'est pas là. La question devrait plutôt se poser sur votre précédente question, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on puisse juguler
contenir les chocs, lorsque les chocs de cette façon arrivent, les circonscrire et comment faire en sorte que si on ne peut pas les éviter, qu'on puisse mieux les gérer. Et c'est en cela, à mon avis, qu'il faut plutôt se focaliser, parce que nous vivons à économie ouverte. Nos économies sont ouvertes, et d'ailleurs la ZLECA et autres, peut-être la mondialisation, nous font dire aujourd'hui que même si au-delà des chocs internes que nos pays peuvent suivre, il y a des effets qui viennent de l'extérieur. Maintenant, comment est-ce que nous allons faire pour mettre en place un système résilient, pour renforcer les capacités humaines et faire en sorte que nos institutions puissent résister aux éventuels chocs qui frapperaient notre économie. Ça, c'est de la politique, la bonne politique, la bonne gouvernance, mais aussi la qualification de nos institutions. Donc, si nous arrivons à améliorer la qualité des politiques publiques, si nous arrivons à stabiliser le cadre macroéconomique, à stabiliser nos économies, à améliorer la gouvernance économique et financière et à stabiliser nos institutions républicaines, certainement nous serons mieux préparés pour faire face à d'éventuelles crises. Quand vous parlez d'institutions financières africaines, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Est-ce que vous faites allusion aux banques? Les banques sont des acteurs de nos économies aussi. Et des actrices de nos économies, j'allais dire, elles participent et elles ont été tout aussi affectées. Si vous vous souvenez, dans le plan de riposte et de résilience proposé par le gouvernement ici en Guinée, il y a une dimension qui consiste à faire en sorte que les banques puissent moins souffrir des crédits en difficulté. Donc, il y a eu des mécanismes en termes de politique publique qui ont été mis en place pour que les entreprises qui sont frappées par les effets de la crise puissent trouver des arrangements avec le système bancaire afin que les conséquences soient moindres sur la qualité des portefeuilles bancaires. Maintenant, il y a nécessité aujourd'hui, je l'ai dit quelque part, qu'il faut certainement repenser nos systèmes financiers. Aujourd'hui, c'est une question de génération. Les mobile monnaies n'existaient pas il y a quelques décennies de cela. Et aujourd'hui, quand on regarde, une bonne partie de la circulation monétaire se fait dans ce cadre. Donc, il est extrêmement important que les banques investissent ce secteur, que les banques davantage quittent leur confort pour aller vers les secteurs réels de l'économie pour mobiliser les ressources et aussi financer l'économie. Parce que cette frilosité en fait, bancaire, on a du mal à la comprendre, qui fait qu'il y a beaucoup de PME qui souffrent d'accès aux ressources. Les exigences bancaires sont élevées. Et c'est vrai qu'il y a la question de l'environnement des affaires qu'il faut aussi améliorer, parce que lorsqu'on prête à quelqu'un qui est dans un environnement risqué et instable, ce n'est pas certainement favorable au développement des affaires. Donc en réalité, il y a ce que les institutions doivent faire, les institutions financières doivent faire, il y a ce que l'État aussi doit faire en termes d'amélioration de l'environnement des affaires pour que chacun des acteurs puisse se retrouver dans un cadre économique épanouissant. Je suis optimiste. Je suis optimiste dans la mesure où, comme je le disais il y a quelques minutes en arrière, que l'économie africaine avait une tendance haussière bien avant cette crise. Les taux de croissance étaient relativement positifs et importants. Et j'ose espérer que bientôt cette maladie va finir et qu'on va repartir sur de bonnes tendances. Donc, mais pour cela, au-delà peut-être de l'aspect crise, il faut investir dans la qualité des décisions de politique publique. Il faut investir dans l'amélioration du cadre macroéconomique. Il faut investir aussi dans l'amélioration de l'environnement des affaires. Parce qu'on demande aux jeunes Africains de créer davantage des entreprises, mais lorsque vous créez une entreprise, il faudrait que l'environnement vous soit incitatif pour vous permettre justement de développer les affaires. Sinon, vous allez vous endetter et sans pour autant tirer profit de cet endettement. On va vers des cas de surendettement qui seraient préjudiciables, bien sûr, à la personne et peut-être aussi à la société de façon générale. Donc, pour moi, l'espoir est là de voir
chacun des décideurs de politique ici en Afrique tirer les bonnes leçons en fait de ce qui s'est passé avec la crise. Travailler pour améliorer la qualité des systèmes de santé et leur performance, travailler pour améliorer la qualité des systèmes éducatifs et rapprocher le contenu enseigné des besoins réels du marché du travail, et travailler pour faire intégrer les économies africaines, parce que ce qui se passe aujourd'hui, ça montre que nous avons besoin définitivement d'ouvrir nos économies les unes aux autres, travailler dans le sens des interactions économiques, du développement des transactions inter-États, mais aussi travailler sur un certain nombre de projets de type système digital, intégration de facteurs digitaux dans nos économies. Et voilà ce que je voudrais dire par rapport à ce point. Vous savez, la pandémie a endeuillé les familles, a attristé nos sociétés, et nous a poussé à revoir nos relations sociales, la distanciation sociale. Vous êtes devant moi, je n'arrive même pas à regarder, à vous dévisager complètement parce que vous êtes masqué. Donc, et ça, c'est des exemples, des leçons que nous devons tous tirer de ça. Il y a une dimension sanitaire qui est très intégrée aujourd'hui dans la dimension économique. Comme quoi, si nous travaillons davantage sur le système sanitaire, si nous améliorons notre politique de santé, nous contribuons en même temps à l'amélioration des politiques économiques. Donc, les deux sont très très liés, et il faut forcément que dans les années à venir, qu'on sache que le capital humain a ces deux dimensions-là, une dimension sanitaire et une dimension éducation. Donc il faut investir beaucoup plus dans ça, et que nous espérons que les décisions de politique publique qui vont venir dans le futur insisteront aussi sur la promotion des économies locales. Absolument. Vous avez vu, on a vu ce qui s'est passé. Le commerce était contraint, les flux de marchandises étaient empêchés, mais de plus en plus, on a vu de nouvelles industries de transformation de produits agricoles s'installer. Comme quoi, toutes choses étant égales par ailleurs, la crise a été utile dans ce sens aussi, où on a vu de plus en plus de jeunes essayer de transformer les produits agricoles locaux en produits relativement mieux raffinés. Ça, c'est des leçons. Comme quoi, si nous continuons à mettre des ressources suffisantes à la disposition de nos jeunes et qu'on les accompagne en renforçant leur capacité à disposer des projets crédibles, on peut réellement enrichir nos populations et garder les ressources sur le continent, et particulièrement aussi en Guinée.